Fréquence Première, Fabrice Lambert. 11h09 sur la première, vous écoutez Tendance. Merci d'être avec nous. On va parler de l'école ce matin avec une école d'un nouveau genre. Un des invités nous dit depuis quelques secondes que c'est une école unique au monde. On va en parler avec lui. Je vous présente tous les deux. Honneur aux dames. Fanny est avec nous. Vous êtes enseignante. Fanny de Mulder. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'RTBF. Vous avez une expérience au Maroc, notamment du côté de Casablanca. Vous avez été enseignante jusqu'ici du côté d'Auderghem, et là ce sera une première à Anderlecht en région bruxelloise. L'école s'appelle l'école du dialogue, école d'un nouveau genre, une école privée. On va voir avec vous jusqu'à midi comment est-ce que l'école traditionnelle peut-elle être challengée par une école d'un nouveau genre. On verra également ce que vous proposez de nouveau dans votre école. John Rizzo est avec nous, bonjour. Bonjour. Bien proche du micro, John Rizzo, vous êtes enseignant vous-même aussi, auteur, vous avez écrit un livre qui s'appelle Sauver l'école. Vous êtes aussi entrepreneur, très actif dans le monde de l'entreprise. Merci d'être là. Vous avez, c'est une de vos idées, hein, l'école du dialogue. Elle est en place. Elle ouvrira ses portes en septembre. 6031, c'est le SMS si vous souhaitez poser des questions. 02 737 48 93. 02 737 48 93. On vous invite évidemment, parents, enseignants, directeurs ou acteurs du monde scolaire, à poser vos questions. John Rizzo, peut-être je me tourne vers vous. C'est une école privée. On verra dans quelle mesure l'école publique peut aussi se réformer. D'où vous est venue d'abord l'idée de créer cette école unique en son genre ? Quel a été le déclic ? En fait, c'est une nécessité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parcouru l'Europe et le nord de l'Amérique, à visiter, à conseiller, puis à transformer des écoles. Et c'est épuisant, ma femme voulait me revoir à la maison. Et donc, j'ai constaté que donner une conférence finalement à une assemblée d'enseignants, ça n'a que très peu d'effet dans les classes. Fanny pourra confirmer par rapport à l'exemple qu'elle a vu à Casablanca. Par contre, quand je vais dans une classe, c'est tout à fait, dans une classe avec le prof et ses élèves, c'est tout à fait différent. En quelques heures, les choses sont clairement transformées. Mais il y a 100 000 enseignants en communauté française, donc au niveau européen, au niveau américain, c'est clair que c'est beaucoup plus. Et donc il y avait besoin d'un centre d'immersion finalement pour qu'un enseignant qui vienne voir un exemple de comment ça fonctionne, ce que je propose, puisse directement dire « Ah oui, maintenant je l'ai ressenti ». Pas seulement je l'ai compris, comme après une conférence, mais je l'ai ressenti. Et donc, d'où l'idée d'avoir un modèle visitable. Ouais, sur de laboratoire d'une nouvelle école. Un laboratoire européen d'innovation pédagogique, c'est vraiment ça. Ouais. Avec une centaine d'élèves, donc une masse suffisante que pour être représentative. Voilà, c'est le besoin de base qui a... Ouais. On ira plus en détail, bien sûr, sur le cas très concret d'Anderlecht et ce que vous proposez dès le mois de septembre. Fanny de Mulder, comme enseignante, qu'est-ce qui vous anime dans ce nouveau projet ? Quel est le degré d'excitation pour la rentrée en septembre ? Et quel est, à votre avis, le point le plus important dans le projet porté par John Rizzo ? Alors, l'excitation est à son comble, ça c'est clair. On en rigolait avec une membre du conseil d'administration en disant « c'est le projet de notre vie ». Et je pense que, voilà, moi j'enseigne depuis 2003. J'ai d'abord travaillé à l'université, puis j'ai enseigné depuis 2003. J'ai été conseillère pédagogique à Casablanca. Et en fait, c'est très difficile dans le système traditionnel de nager sans cesse à contre-courant. Je pense que ce qui m'anime le plus, c'est la souffrance des élèves qui sont dans une école traditionnelle, classée par âge, qui attendent finalement que le prof donne des explications et qui ne sont pas pris tels qu'ils sont, mais doivent subir quelque part un petit peu l'école. Il y a plusieurs questions qui sont fondamentales et qui sont des questions fondements par rapport à la création de l'école du dialogue. On a un tout petit bruit de chaise du côté de l'invité de Fanny de Mulder. Je vais vous demander juste de faire attention. Vous pouvez encore bouger, mais visiblement on entend un tout petit bruit qui vient sans doute du côté de la chaise. John Rizzo, quelles sont les 2-3 questions ? On peut le voir sur le site internet de l'école du dialogue. Vous posez quasiment 3 questions de départ qui vous ont amené à créer cette nouvelle école. La première, c'est est-ce que mon enfant, par exemple, ne perd pas son temps à l'école ? Est-ce que son rythme d'apprentissage est optimal ? C'est une des questions fondamentales de cette nouvelle école. Oui, je pense que c'est une question que Céline Alvarez a très bien posée.
depuis mai 68, j'ai l'impression qu'en Belgique, en tout cas, il y a une espèce de conflit entre excellence et bienveillance. Soit on est une école excellente, voire élitiste, qui va filtrer les élèves. On en a par exemple 12 classes en première secondaire et puis plus que 4 classes en 6e secondaire. Vous voyez de quel genre d'école je parle. Soit on est une école où il fait bon vivre, mais où, oh madame, votre fille ne sait pas lire à 9 ans, c'est pas grave, ça va venir. Et je pense que ce que Céline Alvarez a montré avec brio, c'est que l'amour finalement est le carburant pour l'excellence. Que ces enfants savent lire à 4 ans et demi, sans drill, sans avoir forcé quoi que ce soit, juste par la joie intrinsèque d'apprendre. Oui. Céline Alvarez, on va repréciser, c'est une auteure française qui a écrit un livre qui a eu un grand succès, je pense, l'année passée, à la rentrée où il y a 2 ans, qui propose aussi de se pencher sur les neurosciences, la manière aussi dont le cerveau des enfants entre dans différentes phases d'apprentissage. Il y a des moments pour apprendre la lecture, le moment pour les mathématiques. Donc il y a ce temps d'apprentissage qui est important par rapport à l'école du dialogue. Vous dites aussi sur votre site internet de cette nouvelle école à Anderlecht, une des questions, c'est, vous avez le sentiment, chiffre à l'appui, que trop d'élèves, au-delà du fait qu'ils aiment bien aller à l'école pour voir leurs amis et qui se sentent peut-être bien dans les écoles, trop peu d'élèves aiment réellement l'apprentissage, aiment réellement ce qu'ils font dans les classes. Oui, donc il y a des études, notamment une de l'ULB qui s'appelle « J'aime pas l'école », qui chiffre ça très bien, mais plus personnellement, Fanny et moi, on a rencontré nombre de familles ces dernières semaines, ces derniers mois, et à chaque fois, c'est quasiment un drame derrière ces histoires et un potentiel gâchis pour ces enfants qui sont parfois au bord du décrochage, alors que certains sont excellents et ne demandent que d'apprendre plus vite. Oui. Fanny de Mulder, comme première enseignante de cette toute nouvelle école à Anderlecht, est-ce qu'elle ressemblera à une autre école, physiquement, cette école du dialogue? Est-ce qu'on s'attend à voir des bâtiments scolaires, des classes traditionnelles, un mode de vie au sein d'une école qui ressemble à une école traditionnelle? Ah, pas du tout. Et je pense que c'est vraiment d'où l'importance de ce laboratoire d'innovation pédagogique et de pouvoir montrer aux autres enseignants comment on peut faire totalement différemment. Mais c'est vrai que déjà, physiquement, ça ne ressemble pas du tout à une école. Ouais, ça ressemblera plutôt à quoi alors? Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur la manière dont sera organisée la vie dans cette école d'un nouveau genre? Je dirais à une entreprise ouverte et décomplexée. Donc plutôt des bureaux open space, avec des petits coins où les élèves peuvent travailler en collaboration, un grand espace au milieu où l'enseignant est là pour coacher les élèves, mais donc effectivement plus une classe traditionnelle. Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Fanny de Mulder, John Rizzo. Elle rapproche l'école de l'entreprise. Est-ce que c'est pas audacieux chez nous? En fait. Ouais, est-ce que c'est audacieux de chez nous de dire que l'école pourrait ressembler à une sorte d'entreprise? Oui, quand on dit entreprise, moi je vois ça au sens large comme un organisme en fait, que ce soit une SBL, c'est pas l'idée de faire du profit. Moi, en général, quand je parle aux enseignants, je me rapproche plus du concept d'une bibliothèque. Donc, vous demandez physiquement, une classe traditionnelle ressemble à quoi? Ce sont les élèves qui font face au tableau, face au prof. Moi, c'est exactement l'inverse que je veux. Je veux que chaque élève ait le moins de voisins possible pour avoir un garde... pour être le gardien finalement, pour protéger leur focus et leur concentration. Ça, c'est très important. Et quand ils ont envie de collaborer entre eux, ils sont invités à se lever et à faire exprès finalement de se mettre dans une salle de réunion avec 2-3 autres élèves et à y aller franchement, pas à chuchoter, à collaborer franchement. Oui, pourquoi ça a été possible de la créer à Anderlecht, cette nouvelle école? Elle ouvrira ses portes en septembre, elle s'appelle l'école du dialogue. Combien d'élèves prendront place? Je pense qu'il y a à la fois le primaire et le secondaire. Est-ce que ça a été facile d'abord et pourquoi dans ce coin-là de la Belgique à Anderlecht? Alors c'est l'Anderlecht près du canal, donc près de Molenbeek, et pour nous c'était important d'avoir un symbole aussi, c'est-à-dire que on a voulu tirer tout ce qui semble difficile aux écoles traditionnelles au maximum, que ce soit la population, la localisation par exemple, pour prendre cet exemple-ci, qu'on ne vienne pas nous dire oui mais avec vos élèves de Uccle c'est facile. Non. On va faire les choses en vrai et je pense que c'est la moindre des choses si on veut
espérer enthousiasmer des enseignants par rapport à ce qu'on fait. Oui, 6031, c'est le SMS si vous souhaitez poser une question. 75 centimes le message, le téléphone également, 02 737 48 93, 737 48 93. Nous aurons l'occasion jusqu'à midi d'aller en détail sur la manière aussi d'innover au sein de cette école, l'école du dialogue. Combien d'élèves à partir de septembre vous pourrez accueillir ? On ne peut prendre que 30 élèves parce que les locaux tels qu'ils sont configurés actuellement ne peuvent en prendre qu'à 45. Et en janvier, on ouvre la section maternelle et début primaire, donc de 3 à 9 ans, pour compléter finalement une tranche d'âge qui ira avec les 45 élèves de 3 à 18 ans. Nous parlerons précisément tout au long de l'émission et tout au long du dossier de la manière dont vous souhaitez rénover aussi un peu la pédagogie, comment ça se passe dans une école. C'est un projet qui s'inscrit au sein d'un projet européen, John Rizzo. La Belgique ne sera pas isolée dans ce type de nouveau laboratoire. Comment s'articule ce projet européen ? C'est un projet européen que je coordonne, donc l'école du dialogue coordonne depuis la Belgique, avec comme partenaire la Norvège, la Grèce et l'Italie. Et l'idée, c'est que dans chacun de ces pays, on va aussi avoir une école pilote, une école publique cette fois, que je suis occupé à transformer. Je repars en Norvège déjà la 2e semaine de la rentrée, pour que les autres partenaires puissent voir comment on fait plus précisément. Donc voilà, tout simplement, ce sont des pays qui ont déclaré leur envie de quitter. En fait, ce qu'on propose, c'est quelque chose que je retrouve partout dans le monde. Et ça suit les principes qui se comptent sur le doigt d'une main. C'est pas si compliqué. En gros, et on peut l'exprimer de différentes manières, que ce soit Montessori, Freinet ou autre. Oui. En gros, l'idée, c'est que l'enseignant donne moins d'explications collectives. 1. 2, que les élèves sont désynchronisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous au même chapitre au même moment. 3, qu'il y ait une grande entraide. Forcément, si le prof explique moins, d'où il y a une explication, ce sont les élèves. Et là, le multi-âge vient aider, d'âges différents, qui s'expliquent beaucoup entre eux. 4, on a la notion d'erreur instructive. C'est-à-dire que faire une erreur n'est pas une faute, c'est une manière d'apprendre. Si je fais quelque chose d'assez ambitieux, je vais sortir de ma zone de confort, donc forcément, je vais faire des erreurs et c'est le bienvenu. Et 5, c'est la dernière. Et là, on touche les 5 valeurs de l'école du dialogue. C'est l'excellence, c'est-à-dire une grande ambition pour les enfants. Oui, on verra aussi avec vous dans un instant comment vous souhaitez aussi enseigner, par exemple, l'histoire des religions, de ne pas cantonner un élève dans une seule religion, la connaissance d'une seule religion, mais de faire une ouverture. Et on verra aussi comment enseigner les valeurs et comment amener un étudiant à s'entreprendre. C'est un verbe important de votre école. Fanny de Mulder, avant de marquer une pause, quel est à votre avis le principal? On a parlé aussi de l'envie de l'élève d'aller à l'école, d'apprentissage de la lecture, parfois qui ne se fait pas rapidement. En tant qu'enseignante, quel est à votre avis le principal défi de l'école aujourd'hui dans son organisation, dans la manière d'amener les élèves à leur meilleur potentiel? Qu'est-ce qui est le plus important à votre avis? Pour moi, le plus important aujourd'hui dans l'école traditionnelle, c'est vraiment d'aider les enseignants à changer de posture. Vraiment, l'enseignant traditionnel, le maître. Aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le transmetteur du savoir. Aujourd'hui, le savoir est partout, il est sur Internet. Donc, l'enseignant qui garde ses correctifs sous le manteau ou qui reçoit un code d'un éditeur pour recevoir, c'est plus notre rôle. Et donc, je pense vraiment que là, il y a une pierre d'achoppement. Pouvoir changer de posture et devenir non plus le transmetteur du savoir, mais le responsable du monde. Oui. C'est l'essentiel. C'est pas facile, c'est une tradition aussi. On sait qu'on a formé les enseignants d'une certaine manière. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Il faut quelque part changer un peu, comme vous l'avez dit, cette posture d'enseignant. C'est pas simple, on connaît beaucoup d'enseignants. Il faut aussi pouvoir se former tout au long de son métier. On reparlera dans un instant de la pédagogie précise, notamment l'histoire des religions, la manière aussi d'enseigner des valeurs, des émotions et d'amener un élève à s'entreprendre dans cette nouvelle école. Tendance première. Et tendance première jusqu'à midi, je vous le dis, 6031, c'est le SMS, 75 centimes le message, 02 737 48 93, 02 737 48 93, l'adresse également mail, c'est tendance au pluriel première @rtbf.be, une demi-heure pour parler de l'école du dialogue, une école d'un nouveau genre privé qui ouvre à Anderlecht dans quelques semaines, ce sera à la rentrée de septembre. Une enseignante notamment, c'est Fanny de Mulder pour en parler avec nous. Je parlais juste avant la pause
Fanny de Mulder, d'enseigner différemment, par exemple, l'histoire des religions, enseigner aussi les élèves à certaines valeurs citoyennes, leurs émotions. Le modèle que vous allez mettre en place à partir de septembre, avez-vous eu le temps de le tester déjà dans une école qu'on dit plus traditionnelle? Et qu'est-ce qui change réellement dans la façon de donner cours? Alors oui, j'ai eu la grande chance de pouvoir le tester avec des élèves de 2e S. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont les élèves qui ont raté leur CE1D à 14 ans et qui donc se retrouvent pour refaire une deuxième en vue de l'obtention de leur CE1D. Donc pendant le secondaire, ils ont 13-14 ans. Voilà, 14 ans, ils ont raté leur CE1D et on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux à travers mon cours qui était un cours de méthode, mais surtout à travers 2 semaines où on a appelé ça 2 semaines de travail en autonomie. Et l'expérience était vraiment très très riche par rapport aux élèves. Mais d'abord, donc l'idée c'est qu'effectivement on arrive, on donne aux élèves une liste d'objectifs. Et on leur dit, voilà, ça ce sont les objectifs finaux, vous devez obtenir minimum 80% sur ces objectifs, vous êtes libre sur la manière de les atteindre. Donc vous pouvez regarder des vidéos, vous entraider, faire des exercices plus traditionnels. Mais quand vous passez chez moi pour faire les tests, finalement, vous devez être prêt à avoir 80%. Si vous ne réussissez pas le test, c'est pas grave, vous recommencez. Et donc on parlait d'erreur instructive, c'est là alors que l'erreur instructive prend place. Comment est-ce qu'on peut évaluer, par exemple, certains élèves? John Rizzo parlait d'autres modèles et puis lui aussi a donné cours de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut évaluer de manière très efficace les résultats de ce type d'enseignement et comment est-ce que des élèves apprennent différemment et comment évaluer vraiment les acquis de ces types d'élèves par rapport à des élèves plus traditionnels? Je pense qu'évaluer les acquis, c'est beaucoup plus facile, justement, à travers les objectifs. Prenons un exemple très concret, le calcul d'échelle, en études du milieu ou en histoire géo. C'est très facile de leur dire, voilà, vous allez avoir, il y a 3 niveaux de difficulté dans le calcul d'échelle. Quand vous êtes prêt, premier niveau de difficulté, vous pouvez passer le test. 2e niveau de difficulté, vous pouvez passer le test. 3e niveau, vous pouvez passer le test. Et vous devez obtenir minimum 8 sur 10. Donc c'est très facile de voir que là, les élèves recommencent autant de fois qu'ils le veulent, mais quand ils sont à la fin de ces tests, ils maîtrisent tous le calcul d'échelle. C'est d'ailleurs mon collègue d'études du milieu qui me l'a fait remarquer. Est-ce que c'est facile de présenter ce type d'école? Quelles sont les réticences aussi qu'on vous donne par rapport à des écoles qui n'ont pas forcément l'occasion de se réformer? L'école publique est peut-être un peu plus traditionnelle. On sait qu'il y a aussi une pédagogie alternative qui se met en place. John Rizzo, est-ce que c'est facile pour vous, en tant qu'entrepreneur aussi, enseignant et porteur de ce type de projet, de présenter votre nouvelle école à des enseignants, à des directeurs, à des parents ou des élèves qui seraient plus rattachés à un modèle ancien d'enseignement? Et j'étais très étonné en fait de ce qui s'est passé ces derniers mois. À la sortie de mon livre en 2015, j'ai l'impression que le fruit n'était pas encore mûr. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est tellement mûr qu'il est en train de tomber de l'arbre tout seul. Nous avons fait 9 séances d'information pour les parents entre avril et juin. Et on a chaque fois eu beaucoup d'enseignants qui sont venus, alors que c'était pas du tout l'idée, le but. Donc j'ai dû vite faire 2 séances d'information, de parcours de transformation pour une dizaine d'écoles bruxelloises intéressées ici fin juin, en pleine délibée. Donc ils se sont dégagés du temps. En fait, il y a un enthousiasme parce que donc vous me posez la question, est-ce que c'est facile de leur présenter? Mais ils ressentent bien les problèmes en classe. Et Fanny n'a pas décrit par rapport à son expérience de 2S le changement extraordinaire d'attitude des élèves que les enseignants voient. Et je ne sais pas si tu peux en dire un mot, Fanny. Oui, tout à fait. Mais donc, très très vite, au bout de quelques heures, non seulement les élèves apprennent mieux, mais ce qui a en tout cas été pour moi le plus marquant, c'est leur changement en termes de savoir-être. On parlait du fait de s'entreprendre, le fait que les élèves s'entreprennent, non seulement travaillent beaucoup plus l'entraide entre eux, mais ont une manière d'être avec les adultes, avec finalement à l'école qui est complètement différente et qui est vraiment extraordinaire. Oui, 60-31, c'est le SMS. Si vous souhaitez poser des questions, visiblement le téléphone a un petit souci ce matin. Le téléphone ne sonne plus pour l'instant, donc surtout passez par le SMS si vous le souhaitez, 60-31 ou bien le mail, tendance au pluriel première@rtbf.be. Fanny de Mulder, ce n'est pas anecdotique quand on parle par exemple de l'enseigner, l'histoire des religions. On sait qu'aujourd'hui,
Il y a une actualité qui est liée au radicalisme par rapport aux religions. Important de continuer à enseigner auprès de nos élèves ce que représente aussi l'histoire de ces religions. Au sein de l'école de dialogue, vous avez souhaité que ce soit un enseignement qui soit très ouvert et de pouvoir aborder, pouvoir donner l'occasion à chaque élève de toucher et de comprendre toutes les religions et pas une seule. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'interconvictionnalité et donc de permettre aux élèves d'apprendre et puis, comme le nom de l'école l'indique, de pouvoir dialoguer entre différentes religions. 6031, le SMS, quelqu'un nous demande le prix peut-être, puisque c'est une école privée. John Rizzo, est-ce que c'est accessible facilement, ce type d'école? Je rappelle qu'elle ouvre à Anderlecht en septembre. Il y aura une centaine d'élèves à terme dans les quelques mois qui pourront à la fois être en primaire et en secondaire. Une école privée, souvent dit des coûts pour les parents qui sont importants. Quelle est vraiment la politique au sein de l'école du dialogue à Anderlecht? Alors, tout d'abord, nous sommes une école privée par obligation, par nécessité. On ne peut pas monter un tel projet aussi disruptif dans le cadre... je veux dire, la commune d'Anderlecht qui a voulu faire une nouvelle école publique juste à côté, s'est cassé les dents sur des problèmes administratifs, alors que tout est prêt, le bâtiment est prêt. Enfin, c'est des histoires bureaucratiques kafkaïennes après cataborantes. Pour répondre concrètement à la question de l'auditrice, c'est l'école privée la moins chère du pays, à mon avis. C'est-à-dire qu'on a un minerval de base de 580 € par mois, pour lequel on donne systématiquement une bourse de 180 € pour tout parent qui s'engage dans un cursus de neuroéducation. Donc pour que ce qu'on fait en famille à l'école soit aligné finalement. Ce qui revient à 400 €. Si je compte les bourses que l'on donne à des gens qui n'ont rien, donc nous accueillons des familles par exemple qui viennent du CPS d'Anderlecht, et eux ne payent absolument rien, on arrive finalement à un prix moyen très très bas que certaines écoles dites publiques demandent sous le manteau comme bonnes œuvres à leurs adhérents. Oui, certains auditeurs nous disent évidemment que c'est une école qui pourrait être élitiste en fonction du montant du minerval. Ça reste tout de même important par rapport à ce qu'on vient de citer. J'ai le sentiment personnel que votre objectif à vous est de créer surtout une sorte de faire bouger un peu les lignes. Donc vous l'avez bien dit, c'est un laboratoire. Bien sûr, tous les élèves du pays ne pourront pas accéder à ce type d'école aujourd'hui. J'imagine que si on ne lance pas une école privée de ce type-là, avec peut-être un montant du minerval plus important, on ne parviendra pas à proposer quelque chose qui puisse être éventuellement un modèle alternatif ou bien de proposer une école traditionnelle. Voilà ce qui peut se faire. C'est le sentiment que j'ai, que votre objectif aujourd'hui n'est pas forcément de proposer ce type d'école à l'ensemble des Belges. Non. Donc ça reste un point de laboratoire. Donc ça reste un centre d'enseignement, si vous voulez, de formation pour enseignants. Mon but à grande échelle, c'est que nos écoles publiques redeviennent des modèles inspirants pour le reste du monde. C'est-à-dire que ce soit les Finlandais qui viennent voir chez nous comment on fait. Et je pense que c'est possible, mais c'est-à-dire que ça concerne alors les milliers d'élèves des écoles publiques que l'on va aider. Le vrai target pour moi est là. Oui, quelqu'un nous dit c'est tout ce qui se fait à De Crolly. Par exemple, l'histoire des religions, professeur au centre à Uccle. Est-ce que ce n'est pas finalement un modèle que vous présentez comme novateur, mais qui existe déjà ailleurs, Fanny de Mulder, comme enseignante? Non, pas du tout. Pour moi, en fait, on a deux types d'écoles. Les écoles plus traditionnelles, où effectivement, l'école traditionnelle dont je viens, et puis des écoles plutôt à pédagogie active, comme De Crolly, Freinet, etc. J'ai envie de dire que nous, on est certainement novateurs, non pas dans chaque point séparément, mais dans le fait de tout ce qu'on met ensemble. Et pour moi, l'école du dialogue, elle est à la croisée, c'est-à-dire qu'elle va utiliser la motivation comme moteur, comme peuvent le faire les pédagogies actives, mais avec cette volonté aussi de travailler les savoirs de manière plus traditionnelle, simplement dans un autre cadre. Oui, je relais, c'est bien d'avoir plusieurs questions en même temps. Merci aux auditeurs et auditrices qui posent ces questions-ci. On nous demande si vous connaissez déjà le profil des élèves qui se sont inscrits. Est-ce qu'il y a une grande mixité à la fois sociale, culturelle? Qu'est-ce qu'on peut en dire, John Rizzo? C'était une volonté, ça veut dire que pour l'instant, ce sont les Bruxellois du Nord qui font le trajet en métro vers les écoles du Sud, parce qu'ils veulent mettre leurs enfants dans des bonnes écoles, entre guillemets, et que celles du Nord sont archi pleines. Ici, on arrivait à faire l'inverse. On est arrivé à attirer des Bruxellois du Sud, et même parfois du Brabant Wallon, vers le Nord, avec évidemment aussi, j'ai dû rappeler, des familles de toutes origines socio-économiques. Donc je pense qu'on a réussi ici le pari de la mixité, et grâce aux bourses en fait, on peut,
on peut faire en sorte d'avoir une population équilibrée. C'est vraiment ce qu'on veut. Alors, combien d'adultes nous demandent pour encadrer tous ces élèves? Est-ce que c'est un modèle qui est très innovant aussi dans l'encadrement? Combien d'adultes, par exemple, pour encadrer le chiffre de 30 élèves, nous demande une auditrice ou un auditeur? Donc, moi, je suis d'abord, dans les pays occidentaux, on parle d'une dizaine d'adultes équivalents temps plein pour 100 élèves. C'est un peu la mesure que l'on prend, 9, 10. Dans les écoles privées, on peut doubler ça quasiment. On est à 18. Et c'est un argument marketing, je dirais, pour eux. Ici, moi, c'est l'inverse. Nous aurons du succès avec des élèves qui, soi-disant, s'entreprennent que s'il y a moins d'adultes, justement. Et donc, on sera au début 3 adultes pour 45 élèves, mais on veut pouvoir monter le nombre d'élèves sans augmenter le nombre d'adultes. Je pense, j'ai l'expérience d'avoir pris des classes, par exemple, de mes collègues malades, et je les prenais toute la classe en une fois, en primaire, et ce sont mes élèves qui géraient ces élèves. Je pense qu'avec une école où les élèves ont l'habitude de ce mode de fonctionnement, où tout est bien rodé, franchement, on peut faire 2 adultes pour 100 élèves. Une question vient nous parvenir sur aussi, je rappelle, 60 31 75 centimes le message, sur l'organisation concrète d'une journée, par exemple. Peut-être l'enseignante qui peut nous répondre, Fanny de Mulder. Est-ce qu'une journée type du côté de l'école du dialogue à Anderlecht aura le même profil qu'une journée type dans une autre école dite plus traditionnelle ? Pas tout à fait. En tout cas, les horaires seront des horaires types, c'est-à-dire qu'on commencera à 8h30, on terminera à 16h30. C'est ce que je disais quand je parlais qu'on mixait à la fois des pédagogies plus actives et l'école traditionnelle, puisque le matin de 8h30 à 12h30, on travaillera plutôt les savoirs académiques, avec une petite pause et du karaté obligatoire en pause le matin. L'après-midi se découpera en 2 temps principaux. Une partie où les élèves travailleront à la gestion de l'école et donc travailleront sur tous les projets, le site internet, etc. Et puis après encore un petit quart d'heure de karaté, puisqu'il a été prouvé scientifiquement que le fait de faire des arts martiaux aidait à développer notamment le côté, le cerveau et le côté mathématique. La deuxième partie sera consacrée à un projet personnel. Donc le matin, apprentissage académique, l'après-midi, gestion de l'école, et puis un projet personnel choisi en collaboration avec nous et les parents pour que l'élève puisse finalement utiliser ses savoirs académiques dans quelque chose et exceller dans un domaine qui l'intéresse. Oui. On vient de l'entendre, précisément dans ce que vous venez de dire, dans quelle mesure vous souhaitez innover, notamment par exemple le karaté. On n'aura pas l'occasion d'aller peut-être plus en détail sur les bienfaits pour les enfants. Proposer du karaté dans les écoles obligatoires, là, ça permet de dire que vous essayez d'innover. Le fait aussi, et c'est ce qui m'intéresse comme point à cet instant-ci du débat, c'est sur la gestion aussi de l'école par les élèves. J'étais assez surpris effectivement de ce que vous proposez, d'impliquer, John Rizzo, les élèves dans la vie de l'école, c'est-à-dire le site web, la cantine aussi, ce qu'on mange le midi ou à différents moments du temps scolaire. C'est des choses, à votre avis, ne se font pas suffisamment dans une école plus traditionnelle, d'impliquer vraiment l'élève dans la vie de son école. En effet. J'ai fait cette expérience, par exemple, l'année passée pour la région bruxelloise avec des jeunes décrocheurs de demandeurs d'emploi de 18 à 24 ans, dont certains ils n'avaient pas de diplôme secondaire, dont certains étaient très loin parfois dans la délinquance. Ça marchait vraiment très bien. Le fait de les co-responsabiliser, et qu'ils apprennent finalement à travailler en équipe sur des choses très concrètes, comme Fanny l'a dit, le site web, mais c'est aussi la compta. C'est aussi, par exemple, commander des marchandises et que les marchandises arrivent. C'est très compliqué pour ces jeunes-là, et donc pour les élèves de manière générale. C'est aussi l'entretien. Si le directeur peut être à 4 pattes en train de nettoyer les toilettes, un élève aussi, il n'y a pas de raison. Et en termes de résultats, ça donne un sentiment d'appartenance et de fierté. Et quand ces élèves, après, font visiter leur école aux nombreux visiteurs qui ne manquent pas de venir, ils peuvent dire, ça là, c'est moi qui l'ai fait. On a beaucoup parlé aussi en début, c'est vous qui précisiez ce livre de Cécile Alvarez sur aussi les neurosciences. Fanny de Mulder, comme enseignante, c'est une matière que vous connaissez bien. Ce sera une école, l'école du dialogue, et je me demande si les autres écoles le font suffisamment. Prendre en compte justement le développement physiologique, neurophysiologique de l'enfant dans l'apprentissage, qui pourrait aussi, à votre avis, chez nous, influencer peut-être l'évolution du programme scolaire, l'évolution des manuels, sur l'impact et ce qu'apportent aussi les recherches, les neurosciences.
Alors pour moi, les neurosciences, c'est essentiel dans ce qu'elles nous apportent, mais aussi, et c'est très à la mode dans les écoles traditionnelles, la programmation neurolinguistique ou la gestion mentale qui est plus connue. Je pense que la grosse difficulté, moi j'ai été formée à tout cela, je pense que la grosse difficulté, c'est de nouveau dans un modèle qui est un modèle classique, où on est face à ces élèves de 8h20 à 9h10 pour avoir du français, puis de 9h10 à 10h pour avoir des mathématiques, etc. C'est très difficile d'appliquer tout ça. Alors que dans un modèle, puisqu'ici je disais le matin, les savoirs seront des savoirs académiques, mais l'élève va arriver et choisir sa matière. Ça ne veut pas dire qu'il pourra ne pas faire de mathématiques, mais ça veut dire que si par exemple l'élève, et ça on parle de profil en gestion mentale, par exemple de profil d'apprentissage, si l'élève, il préfère commencer par ce qu'il n'aime pas pour en être facilement débarrassé, il pourra le faire. Si au contraire il a besoin pour se mettre en route de commencer par une matière qu'il aime, il pourra le faire aussi. Et donc c'est là où on va toucher aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau, à la motivation intrinsèque d'un élève, et alors à tout ce qui est gestion mentale par rapport au profil d'apprentissage. C'est leur permettre d'être eux-mêmes et puis de s'ouvrir à d'autres horizons. Très bien, on parle de l'école du dialogue jusqu'à midi. Une question nous parvient, mais on y répondra juste après la pause musicale, sur la manière aussi d'évaluer ces élèves. On sent qu'il y a une volonté chez certains parents de faire le pas et d'inscrire leurs élèves dans une école dite alternative. On sent qu'il y a parfois des réticences aussi, dire mais comment est-ce que je vais réellement être certain que mon élève sera bien formé dans ce type d'école? On essaiera d'y répondre. 10h midi. Tendance première. Voilà, 2 minutes précisément, vient-on me dire, pour l'école de dialogue. Il y avait Fanny de Mulder comme enseignante. Une question, on va essayer d'y répondre sur la manière aussi d'évaluer les élèves. Je disais parfois des parents qui ont une réticence à inscrire leurs élèves dans une école alternative. Alors ici, c'est très simple, nous sommes une école privée et donc nous n'évaluerons pas. L'avantage, c'est on aurait pu le faire, qu'on n'aurait pas voulu le faire, c'est que les élèves vont passer toutes les épreuves externes à la communauté française, c'est-à-dire CEB, CE1D, CE2D et ce qu'on appelait avant le jury, donc le CESS. Donc l'évaluation se fera là, c'est là qu'on pourra dire réellement si ça fonctionne ou pas. On nous demande, les équipes sont-elles complètes du côté d'Anderlecht? Je suis animateur pour enfants, formé à l'intelligence collective, la bienveillance, l'estime de soi chez l'enfant. Je me demande s'il est possible de postuler, John Rizzo. On reçoit, c'est incroyable, alors qu'on est en pénurie d'enseignants partout dans la capitale, on reçoit au moins une demande par semaine d'un directeur d'école ou d'un enseignant qui veut venir chez nous. Et donc, la réponse rejoint le nombre d'adultes par enfant. La réponse, grosso modo, est non, mais. Et oui, vous pourriez venir vous former, mais non, on n'a pas d'emploi rémunéré à vous former. Voilà, pour l'instant, les équipes sont plutôt complètes. Du côté des élèves, rapidement, est-ce qu'il reste des places ou bien pour la première année scolaire à partir de septembre, c'est complet? Je pense qu'on peut dire qu'on est complet au niveau de la tranche d'âge 12-14. En dehors de ça, on peut encore glisser l'un ou l'autre élève. Merci en tout cas à tous les deux. John Rizzo, vous avez écrit notamment Sauver l'école. On peut lire sur le site internet de cette nouvelle école, écoledudialogue.be, la manière aussi, les fondements principaux de cette expérience pilote à Bruxelles. Ça se passe du côté d'Anderlecht. On souhaitait en parler pendant les vacances scolaires et vous souhaitez une bonne préparation. Je pense que vous êtes prêts pour septembre. Et sur le site internet, vous trouverez aussi la manière dont cette école souhaite se positionner par rapport à ce paysage scolaire. Merci beaucoup, John Rizzo. Première enseignante, une des premières, Fanny de Mulder à l'école du dialogue. Merci d'avoir été là pour répondre aux quelques questions des parents et des enseignants. À très bientôt, puis bonne rentrée scolaire surtout. Merci à vous. À bientôt.